Cialdondenei, bonsoir à toutes et à tous. Je vous demande un peu de silence. Jean-Claude. Chut. Ouais. Peu de silence, merci. Donc, nous allons démarrer cette séance du conseil municipal de la ville de Cibourg. Je vais faire lecture des procurations. Donc, une procuration de Fanny Lascuvé pour Émilie Dutoya, de Jean-Pierre Lehmann pour moi-même, de Françoise Albisture-Duvert pour Isabelle Duvervier et de Henri Irigoyen-Méry pour Pierre Bologne. Je nomme secrétaire de cette séance Antoine Billotte. Et on passe aux affaires générales. Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 28 mars 2024. Y a-t-il des observations, des remarques? Il n'y en a pas. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté. Le compte-rendu des décisions prises par délégation du conseil municipal au maire. La délégation octroyée par le conseil municipal m'a permis de signer un avenant au marché de contrôle et maintenance de sécurité incendie des bâtiments communaux. Il s'agit d'ajouter des prestations de contrôle de certains appareils qui se sont avérés nécessaires en cours de contrat. 2 avenants au lot 1 du marché pour les travaux de création de la plateforme élévatrice suite à une adaptation rendue nécessaire en cours de travaux. Une convention de mise à disposition de locaux au sein de l'espace Landaboulou. Et 2 conventions d'honoraires avec le cabinet d'avocats Buissou pour assurer la défense de la commune dans les 2 contentieux relatifs au PLU. Des questions, demande de précision. Donc je profite juste pour vous informer, on parle d'un avenant sur la création de la plateforme élévatrice de l'église, qui tarde à arriver, et normalement, ça devrait être installé entre demain et lundi. Voilà. Petit retard de livraison de l'appareil, mais ça arrive. On est bon? Pas de questions, pas de remarques. On passe au point 3, modification du règlement intérieur du conseil municipal. Par cette délibération, nous vous proposons d'apporter 2 modifications au règlement intérieur du conseil municipal. Le premier, à l'article 2, ajouter la mention relative au délai de convocation du conseil municipal pour le vote du budget. La deuxième, à l'article 32, concernant les droits d'expression des conseillers municipaux, il s'agit d'ouvrir une tribune semestrielle sur le Facebook aux différents groupes municipaux avec un nombre de mots défini. Donc, Cibourg avec vous, 390 mots. Cibourg demain, 130 mots. Ensemble pour Cibourg, 130 mots. Et le groupe majoritaire, 650 mots. La publication pourra être accompagnée d'un visuel. Cette modification a fait l'objet d'échanges lors de la commission règlement intérieur qui a émis un avis favorable. Il y a des remarques, des questions. On n'avait pas la partie réseaux sociaux sur notre règlement. Depuis quelques années, on a un Facebook général, donc on se devait aussi de donner la possibilité à l'ensemble des groupes de pouvoir s'exprimer sur ces réseaux sociaux, et la répartition des mots, on est sur le même ratio que le magazine municipal. Pas de questions. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité. Affaires financières. Le compte de gestion 2023 du budget principal de la commune de Cibourg. Le rapporteur est M. Lecor. Bonsoir. Le compte de gestion établi par le receveur du Trésor public recense l'ensemble des opérations relatives à l'exécution budgétaire 2023. Ce compte de gestion doit faire l'objet d'une présentation au conseil municipal. Il convient de souligner que ce compte de gestion est en tout point conforme au compte administratif. Y a-t-il des questions? Nous allons poursuivre avec le compte administratif 2023. Le compte administratif établi par la commune retrace l'ensemble des opérations relatives à l'exécution budgétaire 2023. Nous allons procéder à une présentation des grandes lignes de ce compte administratif.
Vous avez les chiffres des résultats de l'exécution 2023. Le résultat cumulé de l'exercice est excédentaire de 952 905 euros. On va passer aux recettes de fonctionnement. Les recettes de fonctionnement de l'année s'élèvent à 9 529 005 euros et 99 centimes et se répartissent comme suit. Les recettes réelles de fonctionnement à 9 140 319 euros et 17 centimes et celles d'ordre à 388 686 euros et 82 centimes. Les recettes réelles de fonctionnement ont été réalisées à 110,40%. Les principaux postes de recettes sont la fiscalité locale, les dotations et participations et les produits de service. Donc, sous les impôts et taxes et la fiscalité locale, elle représente 78,56% des recettes réelles de fonctionnement. Vous avez le détail de recettes par type d'impôt. Les taux d'imposition 2023 étaient identiques à ceux de 2022. Sur les dotations, subventions et participations, qui représentent 12,53% des recettes de fonctionnement, c'est un total de 1 145 685 euros. Les dotations de l'État sont en légère baisse de moins 3 772 euros par rapport à 2022 et les prestations liées au contrat CAF représentent une recette globale en 2023 de 422 607 euros et 65 centimes. Les produits et services représentent 7% des recettes réelles de fonctionnement pour un montant de 638 914 euros et vous avez le détail présenté sur le diaporama. Les autres produits atténuation de charges, il s'agit principalement des loyers perçus et le remboursement des indemnités journalières par la CPAM ou de l'assurance du personnel. Les dépenses de fonctionnement maintenant. Les dépenses réelles de fonctionnement 2023 atteignent 6 878 602 euros avec un taux de réalisation de 97,5%. Le chapitre des charges à caractère général totalise 1 800 846 euros et 6 centimes, soit 26,18% des dépenses réelles de fonctionnement. Il s'agit des dépenses de fonctionnement courant. Les charges de personnel représentent la part la plus importante des dépenses réelles de fonctionnement de la commune. Elles représentent un taux de réalisation de 99,4%. Autres charges de gestion, ce poste représente un total de 691 932 euros et 71 centimes avec un taux de réalisation de 97,92% et se décompose pour les postes les plus importants comme suit. Les indemnités, les frais de mission et de formation des élus avec un total de 113 883 euros et 57 centimes. La subvention de fonctionnement attribuée au CCAS pour 350 000 euros. Les subventions versées aux associations pour un total de 130 561 euros. Les frais de scolarité des enfants inscrits dans les établissements privés de la commune, 68 623 euros et 20 centimes. Les charges financières sont en hausse du fait du nouveau prêt contracté au cours de l'année 2022 et de leur montée des index monétaires. En investissement, les recettes réelles s'élèvent à 1 844 364 euros. Les principales recettes d'investissement sont le FCTVA pour 206 141 euros et 48 centimes, la taxe d'aménagement pour 142 629 euros et 49 centimes, les subventions pour 165 303 euros et 2 centimes. Les dépenses d'investissement se ventilent pour l'essentiel comme suit. Remboursement du capital de la dette, 584 734 euros et 9 centimes. Remboursement du portage foncier de l'EPFL, 245 609 euros et 25 centimes. La participation à la création de la SPL pour 5 000 euros. Les dépenses d'équipement pour 1 609 185 euros et 25 centimes. Les principales réalisations en 2023 ont été l'aménagement de l'avenue de la Rune, la modernisation de la médiathèque, la rénovation énergétique de la maison des associations et l'installation de la plateforme élévatrice de l'église. Avez-vous des questions? Nous allons proposer à monsieur le maire de quitter la salle. Il y a une question? Ah, j'ai pas vu. Pardonnez-moi.
Oui, monsieur le maire. Pardon? Eh oui, il faut. D'ailleurs, on peut peut-être en réduire le nombre, mais on fera avec. Bien. La présentation des finances communales cette année 2024 a subi pour le moins quelques difficultés. Nous n'y reviendrons pas. Nous remarquons quand même que cela fait 5 conseils que nous consacrons à ces délibérations budgétaires. Donc, nous allons essayer de nous attacher à une analyse précise, ne pas rentrer dans le détail. Je pense que tout le monde a bien compris l'excellente présentation que nous venons d'avoir, très concise. Je pense que tout le monde a tiré les conséquences de ce compte administratif. Donc, nous allons vous en donner ce soir notre analyse. Nous souhaitons d'abord nous pencher sur la section fonctionnement. Les recettes réelles sont supérieures à la prévision budgétaire. Nous avions déjà remarqué, je ne sais pas si c'était lors des orientations budgétaires ou lors du budget lui-même, que les recettes étaient souvent supérieures aux prévisions et les dépenses étaient inférieures aux prévisions. Les produits de services augmentent de 16%. Les impôts et les taxes augmentent, cela malgré une baisse sensible des droits de mutation, qui passe de 1 million d'euros à 827 000 euros. Cette recette représente la somme de 9 529 000 euros, sachant que les 2/3 de cette somme proviennent, ne l'oublions pas, des impôts des Cibouriens. Les dépenses s'élèvent à 7 561 000 euros 719. Sur ce chapitre dépenses, un poste nous alerte. Monsieur l'adjoint vient de nous dire que la ligne intérêt d'emprunt avait augmenté. Nous avons été un petit peu creusés pour vous dire que, ou pour dire à tous les Cibouriens, que cette ligne intérêt d'emprunt a augmenté de 55% sur un an. Double effet ciseau, puisque nous sommes pénalisés par des emprunts qui augmentent et des charges d'emprunt qui augmentent aussi. Ce n'est pas de votre fait, c'est les intérêts, mais bon. Vous nous disiez, monsieur le maire, il y a très peu de temps, que la dette n'était pas un gros mot, mais je crains qu'elle le devienne très vite. Enfin, la conclusion de cette analyse fait ressortir un excédent de fonctionnement à fin 2023 prévu 2,8 millions de mémoire, en réalité de 3 133 844. Donc, monsieur le maire, ce soir, cet exercice nous conforte dans l'idée que votre gestion est un véritable hold-up dans les poches de nos administrés. Nous examinerons maintenant la section investissement. Afin de ne pas alourdir le débat, quand nous avons écrit cette page, nous pensions que nous serions 3 à débattre, mais nous sommes seuls. Nous nous pencherons principalement sur la nature des projets. Vous avez utilisé les déclarations de projet communication. Ensuite, on a eu droit aux promesses de grands chambardements. La conséquence sans doute d'une période préélectorale. Ensuite, les beaux projets, trop vite affirmés peut-être, mais qui très vite ont fait pchit. Et enfin, la très grande surprise de vous voir mettre en chantier des projets initiés durant la précédente mandature, sur laquelle vous vous étiez toujours opposé. Donc une question se pose à nous. Quelle est la raison de ce changement de cap? Un changement de période ou la conséquence d'un manque d'inspiration peut-être?
Permettez-moi, chers collègues, une citation que je propose à votre réflexion. Un homme politique doit se souvenir de toutes les promesses qu'il lui a fallu oublier. Voilà. Ensuite, c'est les seules choses que nous voulons rajouter, puisque nos diverses remarques et interventions vont dans le même sens. Rien ce soir à la présentation de ce compte administratif nous fait, nous, changer de cap. Donc, merci Monsieur le maire, et vous comprendrez bien que Françoise Duvert, Anne Hidot, Henri et moi-même, nous voterons contre ce compte administratif. Oui, donc bon, je vais vous répondre. Pour ce qui est de la sanction de fonctionnement, bon, comme d'habitude, vous vous alarmez sur la dette de notre commune. Bon, mais malheureusement, la même question apportera la même réponse. Les taux d'intérêt, oui, augmentent, certes, mais je reviens, le taux de désendettement de la ville baisse. La ville est de moins en moins endettée. Et ça, c'est factuel. Parce que si je prends 2020, c'est-à-dire quand on est arrivé, on était à un ratio de 3,5. Avec ce CA 2023, on est à 2,31. Donc c'est factuel, la ville n'est pas plus endettée. Au contraire, elle est moins endettée. Pour ce qui est des recettes des impôts et taxes, oui, bien sûr, mais, une commune est d'abord financée par les impôts. C'est le fonctionnement des communes en France. Les communes sont financées par l'impôt. Voilà, rien inventé. Les impôts ont augmenté, oui. On sait très bien que la base a augmenté pour 2023, de 7,5. Donc, on n'a pas augmenté les impôts. Les taux n'ont pas augmenté. Les taux sont les mêmes que les taux que vous aviez votés, vous, à l'époque, quand vous étiez dans les fonctions. Donc oui, les recettes ont augmenté, les impôts n'ont pas augmenté. Maintenant, pour ce qui est de l'investissement, bon, vous nous avez fait là une tirade entre des projets qui ont fait pchit, des projets qu'on a attaqués, qu'on a réalisés. Vous êtes bien gardé de dire de quel projet on parlait. Nous, les projets de promesses non tenues sur des projets, donc moi je voudrais bien savoir de quoi on parle. Pour ce qui est du budget 2023, je vois qu'il y a un taux d'engagement qui est de 89%. Donc ce qu'on avait dit qu'on allait faire en 2023 a été en grande partie, en majorité réalisé. Donc voilà, vous avez bien préparé votre texte, mais qui est quand même assez vide et assez creux. Parce que non, je répète, la ville n'est pas plus endettée, elle est encore moins endettée que ce que vous nous avez laissé. Les impôts n'augmentent pas. Voilà, la ville, on n'a pas décidé d'augmentation d'impôts. La seule augmentation qu'on a décidée, c'est celle qu'on avait dit qu'on allait faire, c'est l'augmentation de la taxe sur les résidences secondaires. On avait dit, très clairement, pendant la campagne, on était les seuls à le dire. On est arrivé en fonction, on l'a fait. Voilà, une promesse tenue. Moi, ce que je vois dans ce CA, c'est quand même, on commence à avoir quand même, c'est quand même un budget qui est très bien tenu. Comme je vous l'ai dit, le taux des endettements baisse. Le ratio aussi, concernant les charges de personnel aussi, baisse. Quand on était entre 2015 et 2020, on était à une hausse exponentielle. Là, on baisse petit à petit. C'est pas un exercice facile, mais on y travaille, on y fait. Pour autant, les services ne sont pas plus dégradés. Il y a même des services qui ont été confortés. Je pense à la crèche, je pense au CCAS, entre autres, qui ont été renforcés. Il y a des services qui ont été créés, comme les services culture, qui marchent très bien. Et en dépenses, ce qu'on est en train de voir là, c'est on commence dans ce compte administratif 2023, on commence à voir les premiers résultats de nos politiques de maîtrise des dépenses. C'est très relatif, mais quand on prend des lignes, quelques lignes, j'en ai parlé en commission finance. Si je prends ligne carburant,
on a décidé, il y a deux ans, de changer, de faire évoluer notre parc automobile de véhicules citadines, de passer de véhicules thermiques à des véhicules électriques. On a les premiers résultats, c'est-à-dire moins 8 000 € en carburant. Ça suppose moins 3 300 litres de carburant en moins. Pour ce qui est de l'électricité, un plan LED de 60 000 € par an, une politique d'extinction de l'éclairage public, une diminution de 271 kWh par an, une diminution de 23% de consommation. Ça nous a permis de maîtriser la hausse du coût de l'électricité. En télécommunication, il y a 3 ans, on avait décidé aussi de financer et d'installer notre propre réseau interne, de réseau de télécommunications. Ça nous a permis là de faire une économie de 10 000 € sur nos contrats d'internet, téléphonie. Ça suppose sur ce poste une baisse de 18%. Aussi, depuis qu'on est arrivé, tous les ans, et là je pense qu'on est arrivé au bout de l'exercice quasiment, on a aussi décidé de renouveler notre parc de véhicules techniques qui était assez vétuste. Tous les ans, on a investi des sommes importantes sur des véhicules spécifiques, soit des nacelles, des balayeuses, des camions plateaux. Et là, on voit que sur le volet location mobilière, c'est-à-dire les véhicules qu'on louait parce que les notes tombaient en panne, ce poste, on a réussi en 2023 d'économiser 40 000 €. Pour ce qui est du 0,12, des dépenses du personnel, j'en ai parlé. Les dépenses de personnel sont maîtrisées, n'augmentent pas. Entre 2022 et 2023, elles baissent même. On était dans un ratio en 2020, charge personnelle par rapport aux dépenses réelles, on était à 65%, 65,05. 2023, on est à 61,76. Voilà. Et pour ce qui est de l'investissement, non, c'est sûr, il n'y a pas de projet pharaonique. Il y a juste des projets des projets, je dirais, classiques, responsables, de gestionnaires qui sont liés à une gestion de bon père de famille, qui est de dire, voilà, on ne va pas faire de projets pharaoniques, on va déjà essayer d'entretenir ce qu'on a, essayer de bien l'entretenir, parce que faire des projets pharaoniques, ça coûte, mais c'est surtout, après, ça coûte, l'entretien coûte aussi. Donc, non, ce qu'on avait dit qu'on allait faire en 2023, on l'a fait. Je pense, donc, l'avenue de la Rune, le parking Florentino, la médiathèque, qui a été rénovée entièrement, et on voit maintenant le succès qu'a cette médiathèque, entre la rénovation qui a été faite de fond en comble, cette médiathèque qui n'avait pas été rénovée depuis, je pense, depuis sa création, si je ne me trompe pas, dans les années 90, à quoi on a rajouté la carte unique et la carte gratuite, et on a un boom de la fréquentation dans notre médiathèque. Le local de comité des fêtes aussi a été refait à neuf. On l'a aussi sécurisé, mis aux normes, en ce qui concerne l'alimentation en gaz. Le local au Kineta aussi a été rénové aussi, ça nous a permis de rapatrier l'aide alimentaire qui est assurée par les services de la ville et des bénévoles sur un local qui appartient à la ville, qui est beaucoup plus discret et beaucoup plus sécurisé, c'est sécurisant pour les bénéficiaires que le local que nous laissait à disposition l'association paroissiale sur le quai Ravel. La maison des associations aussi, là on a fait un grand investissement sur l'isolation des huisseries, plus de 100 000 €, si je ne me trompe pas. Cette année, on s'attaquera en partie aussi à la mairie. Je note aussi des toilettes. Peut-être on peut trouver que ça, c'est des détails, mais c'était une forte demande qu'on avait à la Plaine des Sports, à la hauteur des Jeux pour enfants. Des toilettes écologiques qui ont été installées sur la Plaine des Sports. C'était une vraie attente, ça a été fait. La maîtrise d'œuvre pour l'école Aristide Briand avait été lancée en 2023. Les réalisations sont en cours. Le cimetière de Sokoa, le mur d'enceinte, là aussi l'idée c'est de tous les ans de faire un tronçon de ce mur, de le réparer petit à petit. On a commencé en 2023. Je parlais des véhicules techniques, donc on a acheté une deuxième balayeuse, une balayeuse plus petite, qui nous permettra d'aller dans des rues dans lesquelles on n'allait pas, parce que la balayeuse existante était trop volumineuse. Toujours en propreté, on a changé quasiment toutes les corbeilles de la ville. On peut parler que c'est un détail, mais c'est la vie de tous les jours, ces détails. On avait des corbeilles qui étaient quand même un patchwork de modèles de corbeilles sur la ville, des corbeilles bois
des corbeilles plastiques, des corbeilles métalliques. Bon, il y avait un point en commun entre tous ces corbeilles, c'est qu'elles étaient très fatiguées. On a pris un modèle, on les a tous changés. On en a rajouté aussi. Le plan LED qui continue, et l'étude aménagement-circulation qu'on a démarré 2022-2023, qui a apporté déjà des premières préconisations sur le stationnement et la circulation, et pour ce qui est des aménagements, les aménagements futurs qu'on fera sur le centre-ville aussi ont débuté. Donc voilà, peut-être vous trouvez ça qu'il n'y a pas de grands projets, mais bon, ce sont des projets qui impactent le quotidien des Cibouriens. Et donc voilà. Donc je répète, je pense que c'est ce qu'on a dit en 2023, on l'a fait, le budget est tenu sur tous les points, et on ne fait absolument pas d'hold-up aux Cibouriens, au contraire. C'est un budget qui est bien tenu, c'est quelque chose qui est encore plus sécurisant pour nos administrés. Voilà. Madame Duverbier. Je peux reprendre la parole, monsieur le maire? Bien, puisque nous sommes en duo, on va en profiter. Écoutez, oui, je suis pas étonné de vos réponses. Et ça s'appelle la méthode Coué, ça s'appelle la communication, ça s'appelle tout ce que vous voulez. Vous ne m'avez pas répondu sur le fait que vous mettiez en chantier des projets que vous avez toujours combattus. Mais je vous ai demandé de quel projet... Voilà, je vous ai posé la question, répondez de quoi on parle. C'est quoi les projets qui ont fait pchit? C'est quoi les projets qu'on met en chantier qu'on a attaqué? Écoutez, monsieur le maire, alors, je pense qu'on aura... Mais répondez. De nombreuses... Permettez. Allez-y. Répondez-moi vous aussi. Après... Je ne sais pas de quoi vous parlez, donc... Non, je suis sûr que vous savez. Et puis nous aurons beaucoup de rencontres pour évoquer des projets qui sont faits, qui ne sont pas faits, qui étaient promis. Mais je pense qu'il y a des Cibouriens qui nous écoutent, qui voudraient savoir de quel projet on parle. Moi, sincèrement, on parle... attirer les ricanements de certaines, tout ça, et puis... On parle de quel projet? Voilà. Mais qu'on se le dise, mais c'est de quoi on parle? Mais écoutez, de l'école Aristide-Briand, de l'école Marignella? Oui. Des projets de la... Vous étiez pour? L'école de Marignella? Oui. On n'a jamais été contre. Écoutez, alors je vous mets au défi. Vous faites partie du groupe Sibouloubissi? Oui. Ou non? Non? Oui? Oui, oui, oui. Eh bien, au prochain conseil, je m'engage à vous porter une de vos publications. Allez. D'accord? On n'a jamais été contre. Alors, je m'engage à vous porter une de vos publications. C'est tout. Voilà. Alors voilà. Donc, de toute façon, je ne pensais pas que cet échange nous permettrait une convergence de vues, peu importe. Après, il y a quelque chose dont je voudrais vous parler sous la forme. Là, on va être un peu plus précis. Et c'est pas une critique, c'est une constatation. Vous avez voulu, monsieur le maire, au dernier conseil municipal, souligner la qualité du document que présentait monsieur Perrault, adjoint aux finances. Sur ce document, il y avait, parce que c'est vrai que le budget est quelque chose d'assez, le compte administratif, pardon, est quelque chose d'assez rébarbatif pour tous, et je pense que par souci de clarté, on avait un document avec des ratios nombreux, des comparaisons par rapport aux communes de même strate. C'était intéressant. Et cette fois-ci, alors j'ai cherché, parce que je me disais, mais c'est pas possible, il n'y a rien. Alors c'est vrai que ces ratios sont présentés avec une discrétion magnifique, absolue. Alors, je ne veux pas vous faire un procès d'intention, mais voilà, ça aurait été intéressant peut-être que monsieur l'adjoint pourrait revenir et s'inspirer des présentations de monsieur Perrault, parce que c'était quand même très très intéressant. Voilà, et c'est tout ce que je voulais dire. Après, pour rendre à César ce qui appartient à César, vous nous avez dit tout ce que vous aviez fait, mais je me permets de vous dire quand même, pour finir sur une petite pointe d'ironie, vous ne nous avez pas noté sur une ligne que vous aviez acheté une machine à pop-corn. Hein? Grand projet. Oui, on m'a dit qu'il fallait que je m'adresse à vous, effectivement. Mais allez-y. Parce que là, c'est vraiment un grand projet.
Ah oui, c'est Je un pense grand que- projet. Vous devez être frustré parce que vous êtes une des rares ici à ne pas venir au spectacle, donc vous n'en bénéficiez pas. Je pense Oui. que c'est ça la frustration pour Et vous. vous êtes une des rares, peut-être, madame, à ne pas apprécier la salle qui vous attend pour permettre vos spectacles. Comment? Vous devez... Non, ne vous fatiguez pas, Non. Madame Dubarbier. Par rapport à la machine à popcorn, Oui. alors ça peut paraître des choses un petit peu, effectivement. Non. Pour vous, ça peut paraître complètement délirant, ou C'est un ce n'est grand pas un projet. grand investissement ou un grand projet. Sachez que c'est quand même réfléchi, puisque ça contribue quand même aussi Justement. à proposer un petit moment aussi au moment du goûter ou autre pour les enfants qui le sollicitaient. Donc nous louions jusqu'alors pendant 2 années une machine à popcorn. Je peux même vous donner le prix, aux alentours de 320 € TTC pour 5 jours de location pendant la programmation de Noël. Donc cher. nous avons fait le choix d'investir. C'est sûr, c'est pas un grand projet, ce n'est pas une salle polyvalente, mais c'est quand même réfléchi. C'est peut-être que 600 €, mais c'est réfléchi. Donc je vous réponds, la machine à popcorn a visiblement fait grand débat à la commission finances, mais Exactement. en tout cas nous l'assumons et nous savons d'ores et déjà qu'elle fera des plaisirs et qu'elle ne fera pas pchit. Très bien. Eh bien, d'accord. Merci. Mais je voulais quand même le noter pour que ça passe pas inaperçu, quand même. Ah, merci. De rien, madame. C'est parce j'avais posé la question en commission finance, on m'a dit il faut demander ça à l'adjoint à la culture. Donc je vous le demande. Vous me permettez. Je crois que vous laisserez votre nom pour la postérité. Tournez-vous par ici, s'il vous plaît. Merci. Bien. D'autres remarques? Il n'y en a pas. Je vais vous laisser. Bikain, beraz, bozkatuko dugu. Donc je vous propose de passer au vote de ce compte administratif. Habituellement normalement le compte se vote donc par chapitre, mais je vous propose qu'on le vote dans sa globalité. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci, c'est adopté. Donc, on passe donc aux affectations de résultats 2023. Monsieur Lecor, toujours à toi. Donc, suite à l'adoption du compte administratif 2023, il convient d'affecter les résultats en couvrant le déficit d'investissement pour un montant de 1 177 427,71 €, ainsi que le déficit de reste à réaliser, 1 300 601,84 €, soit un montant de 2 181 029,55 € pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement. L'excédent de 952 904,59 € sera reporté en fonction de fonctionnement à l'article 02. Est-il des remarques, des observations? Il n'y en a pas. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre? Et c'est adopté. On passe au chapitre 3, personnel communal, création d'emplois permanents. Donc, il vous est proposé de créer 3 emplois permanents à compter du 1er juillet 2024. Un emploi à temps complet sur le grade de technicien principal 2e classe pour assurer les fonctions de responsable du patrimoine bâti. Cette création fait suite à un départ en retraite. Et un emploi à temps complet sur le grade d'adjoint d'animation principale 1re classe pour assurer les fonctions d'animatrice de loisirs et accompagnement périscolaire. Cette création s'inscrit dans le cadre d'un avancement de grade. Et à compter du 1er septembre 2024, un emploi à temps complet sur le grade d'adjoint administratif principal 2e classe pour assurer les fonctions d'assistant de gestion des ressources humaines. Cette création s'inscrit dans le cadre d'un avancement de grade. Des questions, des remarques? Il n'y en a pas. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre? Et c'est adopté. Convention de partenariat avec le Centre de gestion de la fonction publique des Pyrénées-Atlantiques.
Donc, par cette délibération, nous vous proposons d'autoriser Monsieur le maire à signer plusieurs conventions avec le Centre de gestion des Pyrénées-Atlantiques afin de pouvoir être accompagné dans des domaines relatifs à la gestion de carrière et des relations avec les agents si le besoin devait apparaître. Il s'agit par exemple de la médiation préalable obligatoire, de la gestion des allocations de chômage. Des questions, des remarques? On en a parlé en commission. Oui, on en a parlé en commission. On votera pas contre, mais nous personnellement, on part sur quelque chose. Je sais pas, moi je suis un peu sceptique sur cette convention parce que c'est vrai, comme vous nous l'avez dit au départ, bon, il n'y a pas d'investissement ou de valeur financière qui est établie. Mais bon, moi je sais pas. Je trouve quand même curieux qu'on a un service RH et que il faut prendre toujours des intervenants extérieurs. Je comprends la difficulté. Vous nous disiez que les lois étaient de plus en plus compliquées, etc., et que une aide extérieure serait peut-être nécessaire. On pourra mieux juger sûrement pour voir ce que ça impacte financièrement sur une année. Vous nous avez dit que sur la précédente convention, nous avions eu 3 cas qui ont été suivis. A priori, nous n'étions pas tellement pour, mais on verra. On en reparlera quelque temps. Moi, je rappelle pour ceux qui nous écoutent, ceux qui nous sont dans la commission, c'est-à-dire on parle d'un service support fait par le CDG, une entité publique, qui historiquement accompagne l'ensemble des collectivités sur de l'accompagnement technique et juridique sur différents volets. Là, on parle de RH, mais on peut être aussi sur du juridique plus général, sur de l'urbanisme, sur du technique, etc. Historiquement, ces services étaient souvent gratuits. Bon, les choses font que ces services deviennent de plus en plus payants. Néanmoins, ce que j'ai quand même rappelé en commission, c'est que même si ces services deviennent de plus en plus payants, ça reste des services qui sont beaucoup plus intéressants financièrement que si on faisait appel à des cabinets privés. Voilà. Et oui, on a des services, on a un service urbanisme, on a un service technique, on a un service RH, on a un service finance et marché. Néanmoins, parce qu'on parle de règlements qui évoluent, qui sont très larges, tous les services font appel régulièrement à ce type de service support pour se conforter sur des décisions à prendre, sur la lecture de règlements. Voilà. Ça reste quand même des dépenses assez modiques par rapport aux enjeux qu'il y a derrière. Voilà. Là, on parle de service RH. Si des contrats ou des gestions sont mal faites, derrière on a des agents, on a de l'humain, mais on a aussi du financier. Donc, voilà, donc si vous le faites, je dirais tout le monde, toutes les communes, au moins de la strate de la commune de Cibourg, fait appel à ce type de service parce qu'on n'a pas la capacité d'avoir des services RH. Aujourd'hui, au service RH, on a 3 agents. On ne peut pas en avoir plus, on ne peut pas avoir des spécialistes de tout le volet RH. Donc, ça permet de gérer tout ça. Donc voilà, bon, on en avait parlé en commission. Oui. Je comprends que c'est toujours, voilà, c'est toujours peut-être gênant. Un service qui était historiquement gratuit devienne payant, mais bon, c'est pas de notre fait, c'est comme ça. Et néanmoins, on en a besoin et les services nous demandent d'adhérer à ce type de convention. Donc voilà. Donc j'entends aussi vos remarques. Donc je vous propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Point 3, donc un nettoyage des filets de la baie, convention de mise à disposition avec la commune de Saint-Jean-de-Luz. Il s'agit de conclure une convention avec la commune de Saint-Jean-de-Luz afin de mettre à disposition un agent de Cibourg auprès des services de Saint-Jean-de-Luz pour assurer le nettoyage des filets tout au long de la saison estivale. Bon, c'est une collaboration, je dirais, historique, ça a toujours été fait. Mais jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de convention. C'est-à-dire on mettait à disposition un agent sous la tutelle de Saint-Jean, sans convention, sans rien. Alors, voilà. L'idée là, c'est de mettre un cadre légal à cette mise à disposition d'agents de Cibourg à Saint-Jean pour le nettoyage de ces filets.
Je pense qu'il n'y aura pas d'opposition à ça. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Et on passe au chapitre urbanisme, voirie, port et infrastructure. Et on débattra du règlement de publicité intercommunale. Gawan, bonsoir. En décembre 2020, la communauté d'agglomération a engagé une procédure d'élaboration d'un règlement local de publicité intercommunale couvrant la totalité du territoire communautaire. La procédure mise en œuvre pour cette élaboration est similaire à celle d'un PLUI. Après la réalisation d'un diagnostic, le conseil communautaire sera appelé à débattre des orientations générales proposées pour ce RPLI. Ouais, c'est pour ça. Excusez-moi. Ce qui est l'équivalent d'un PADD pour un PLU. Comme ça permet de parler comme des règlements. Pour la publicité, on n'en voit pas souvent. Le PLU, on en a vu 2 sur Cibourg, donc on sait de quoi on parle. C'est plus facile à mesurer comme ça. Ce débat peut également être mené au sein des conseils municipaux. Nous vous proposons une rapide présentation des orientations, puis un échange si nécessaire, même si on en a parlé en commission urbanisme, voirie, port et infrastructure. Ça permettra à tous les conseillers municipaux d'avoir les mêmes éléments. Donc, le règlement local de publicité intercommunale Pays Basque. C'est un outil de protection du cadre de vie et des paysages. Il y a un règlement avec les documents qui définissent l'installation des pubs, enseignes et pré-enseignes. Local, puisque on va adapter au contexte local des règles nationales. Les publicités, j'y reviens pas, on va le voir plus loin. Et intercommunal, puisqu'il va couvrir l'ensemble des 158 communes de la CAPB. Donc voilà un exemple avec du zonage, notamment des règles qui s'adaptent à chacune des zones et des réalités d'occupation, d'urbanisation de chacune des zones. On va rentrer un peu plus loin dans les détails. Alors les dispositifs. Le RLPI concerne la publicité, les préenseignes et les enseignes. Donc à gauche vous voyez les enseignes qui sont devant des boutiques, les préenseignes pour indiquer qu'il y a une boutique un peu plus loin, et la publicité qui jonche le long des routes. Et la nouveauté, c'est que le RLPI peut aussi limiter les dispositifs lumineux situés derrière des vitrines de commerce. Ça va faire des heureux. Focus, un RLPI, ne réglemente pas les panneaux hors agglomération. Le principe, c'est que hors agglomération, toute publicité est interdite. Avec quelques exceptions, les préenseignes dérogatoires, bon, ça viendra plus tard. Le principe de base, et ça c'est une orientation, c'est que hors agglomération, les publicités seront interdites sur l'agglomération Pays Basque à l'adoption de ce règlement. Je vous écoute, Madame Dubarbier. Excusez-moi, j'ai peut-être pas compris. Précédemment, vous avez dit que les publicités à l'intérieur des commerces pourront être contrôlées. Lumineuses. Les publicités lumineuses sont réglementées. Vous êtes dans un domaine privé. Oui. Et vous Mais non, ça m'étonne, c'est pour ça que je... Non, mais aujourd'hui, la loi climat et résilience, elle impose de nouvelles règles, puisque on doit se poser la question, nous tous, hein. Alors nous on est élus, et donc le but c'est de réfléchir à ça. Pourquoi éclairer une vitrine en pleine nuit, sachant qu'il n'y a pas de passants? Oui, c'est une question de c'est ça le sujet. d'énergie. Oui, oui, tout à fait. Je croyais que c'était au niveau nature de la publicité. Ah non. C'est par rapport à la réflexion sur pourquoi éclairer la nuit des enseignes ou des vitrines de magasins qui sont éteints. Voilà, c'est ça l'idée en fait. Voilà. Pardon, c'est parce que je... Non, mais on est là pour ça. Hein.
Donc, le projet communautaire au service du projet de territoire, l'urbanisme et l'aménagement de paysages. Donc, le but, c'est de protéger les paysages et le cadre de vie des habitants. Le climat, l'air, l'énergie et la biodiversité, le but aussi, c'est de devenir un territoire sobre énergétiquement et résilient, dont on parlait de tout l'affichage lumineux notamment, et le développement économique, le but étant de favoriser l'économie productive et résidentielle locale. Donc, l'échelle de temps de la procédure, aujourd'hui on est en juin 2024, vous l'avez écrit en haut là-bas. Viendront ensuite, après le passage en conseil communautaire, l'avis des personnes publiques associées et du CDNPS qui va intervenir entre août et octobre 2025. De novembre-décembre 2025, l'enquête publique. Et en février 2026, l'approbation du futur RLPI, après une conférence des maires. Donc les orientations générales. Alors, j'ai sauté un truc, pardon. Ça va imposer la définition des orientations générales. Ça correspond au PADD, exactement ce que je disais tout à l'heure. Et les orientations sont issues du diagnostic, des réflexions des élus et de la concertation citoyenne et des politiques publiques de la CAPB. Et on va voir les 7 orientations rapidement. La numéro 1, c'est encadrer la présence des publicités et des enseignes lumineuses pour limiter leur impact visuel et énergétique. La 2, atténuer la prégnance visuelle des dispositifs publicitaires dans les paysages du quotidien, urbains et ruraux, en réduisant leur nombre et leur surface. La 3, accroître la qualité des enseignes en respectant la diversité des activités et l'identité des communes. En 4, protéger les espaces les plus sensibles du point de vue patrimonial et paysager. On est concerné évidemment. En 5, préserver les paysages du quotidien, et notamment sur les secteurs d'habitat. En 6, réduire le nombre de publicités le long des axes routiers les plus empruntés. En 7, conserver les possibilités d'affichage encadré, publicité à enseigne, dans les espaces à dominante d'activité, les zones commerciales notamment. Et voilà. Nous avons fait le tour de la question. Et si vous avez des remarques, des questions, on est là pour y répondre. Cette présentation a été présentée, comme l'a dit Peyo, en commission de travaux. Il faut savoir, bon, on est passé assez rapidement, de toute façon le dossier, vous l'aurez. On est sur... L'idée, c'est de se dire, on est sur un territoire, la publicité doit se traiter de manière uniforme sur l'ensemble du territoire. Certaines communes, on est sous la législation nationale, donc avec une réglementation qui est basique, qui est une réglementation uniforme, comme peut être le règlement national d'urbanisme pour l'urbanisme. Là, on est en train de faire un PLU de la publicité. C'est-à-dire, on essaie d'adapter la politique publicitaire à notre territoire et à la spécificité de notre territoire. La logique est là, et la logique c'est de le faire d'Andaï jusqu'à Boucau, et de Boucau jusqu'à l'intérieur. Là aussi l'idée, on sait très bien, on est sur des orientations, les orientations étant de réguler, de réglementer. Aujourd'hui, il faut se dire que la publicité n'est pas très encadrée, voire pas du tout. Un peu de tout, on a des foisonnements de publicité de tout type, et là l'idée c'est d'essayer de le réglementer. Réglementer, ça voudra dire automatiquement réduire aussi. Réduire sur des axes majeurs dans lesquels on voit des fois des panneaux 4x3, ces grands panneaux qu'on voit sur les bords des départementales, des fois elles sont doublées. Par exemple, ce type de multiplication des mêmes panneaux sera peut-être sûrement interdite. Sur l'éclairage des panneaux publicitaires, là aussi, ça sera une possibilité de se dire, bon, on va décider que les panneaux publicitaires soient éteints de telle heure à telle heure.
et peut-être apporter des dérogations, parce que là, la règle dit qu'en hors agglomération, on ne peut pas mettre de publicité. Nous, on n'est pas trop concernés, parce que Cibourg, c'est quasiment qu'une ville d'agglomération. L'agglomération prend quasiment l'entièreté de la superficie de notre commune, mais si on prend des communes de l'intérieur, par exemple, les agglomérations sont assez petites, et puis on peut avoir des exploitations qui font de la vente directe, dans lesquelles on voit, voilà, vente de fromage de brebis à 800 mètres. Ces panneaux-là, hors agglomération, pourront être autorisés parce qu'on est sur une spécificité d'un territoire agricole qui a besoin d'une vente particulière, etc. etc. Voilà, la logique, elle est un peu dans ça. Là, voilà, c'est des grandes orientations. Je dirais la partie la plus intéressante viendra au moment de la rédaction du règlement, c'est-à-dire l'atterrissage de ces orientations de manière pratique, de voir qu'est-ce qu'on autorise, qu'est-ce qu'on n'autorise pas, si on autorise à quelles conditions, et qu'est-ce qu'on déroge et qu'est-ce qu'on ne déroge pas. Mais bon, comme vous avez pu le lire dans la présentation du rapport, si on prend le BAB, qui concentre plus de la moitié des publicités, la projection, c'est une diminution de 70% de la publicité qui est dans ce territoire-là. Voilà. Nous, on ne sera peut-être pas à 70%, mais ça sera quand même une réduction quand même assez importante. Bon, la chose, ça sera réglementé, et puis après, une deuxième chose, ça sera comment faire appliquer la règle. Et ça sera un autre sujet. Y a-t-il des questions, des remarques? Il n'y en a pas. Donc, on prend acte. Pas de vote. On vote qu'il y a un débat. Donc on passe au point 2, avenant à la convention d'adhésion au service commun d'instruction, de suivi et de contrôle des changements d'usage entre la commune et la communauté d'agglomération Pays Basque. Alors, par cette délibération, nous vous proposons d'autoriser Monsieur le maire à signer un avenant à la convention d'adhésion au service commun d'instruction du changement d'usage qui avait été signé en 2021. L'avenant a pour objet d'intégrer le contrôle dans le cadre de cette convention. Pour rappel, la communauté d'agglomération assure pour le compte de notre commune l'instruction des demandes de changement d'usage dans le cadre de l'application du règlement communautaire d'autorisation de changement d'usage pour la location de courte durée. Sur la base de l'avenant proposé ce soir, le service communautaire pourra également effectuer le suivi et des contrôles de meublés de tourisme afin de limiter la fraude. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? L'agglomération a voté un règlement de changement d'usage des meublés de tourisme. Le règlement a été voté, maintenant il faut le faire respecter. Et étant donné que c'est les communes qui doivent faire respecter cette règle, et qu'on n'a peut-être pas les moyens, l'idée c'est de mutualiser nos moyens de contrôle, donc ce soit le service de l'agglomération qui se charge de ce contrôle. On mutualise déjà l'instruction des dossiers d'urbanisme. On est dans la même logique. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. On passe au stationnement payant sur voirie et modification du périmètre. Comme vous le savez, nous avons confié une étude sur la circulation et le stationnement au bureau d'études EGIS. Cette étude a confirmé ce que l'on percevait déjà, à savoir qu'en journée, le centre-ville est saturé de véhicules ventouses, réduisant ainsi le nombre de places disponibles pour les résidents, les clients de commerce et les usagers des services. Afin de favoriser la rotation des véhicules, nous proposons d'élargir le périmètre du stationnement payant en centre-ville aux rues suivantes: place Camille Julien, place du Fronton, rue Ramiro-Rouet, rue de l'Escalier Marcel Vicendoritz, rue de la Fontaine, place Tour d'Auvergne et avenue Jean Jaurès entre le carrefour des Évadés et la rue Bourrousse. Cette évolution a été présentée au comité de quartier mais aussi à la commission extra-municipale commerce. Ce dispositif sera complété par la mise en place de 14 places arrêt minutes gratuites sur le quai Ravel et l'avenue Jean Jaurès pour permettre des arrêts ponctuels sans nécessité de payer. Et les tarifs et les horaires restent inchangés. Je rappelle aussi que la carte d'abonné aussi reste la même carte, sur les mêmes dispositifs,
c'est-à-dire une carte par foyer et par commerce à 10 € par mois ou 90 € par an. Voilà, une carte assez attractive par rapport à d'autres cartes d'abonnés qu'on peut avoir dans d'autres communes. Donc, je rappelle, voilà, ça a été, cette proposition a été présentée dans les 6 comités de quartier. Les gens, sincèrement, honnêtement, l'ont pris assez bien. Je ne veux pas dire que tout le monde a sauté au plafond, mais tout le monde se rend compte de la limite de la gratuité en centre-ville. Comme tout centre-ville, on est un pôle d'attractivité, aggravé par peut-être une commune voisine qui a du stationnement que payant. Donc c'est vrai que souvent on se rend compte des gens qui viennent stationner sur Cibourg, soit pour y venir travailler, soit pour venir consommer ou visiter, soit pour aller à Saint-Jean. La même chose. Le plus flagrant, je dirais, c'est souvent le jour de marché. À Saint-Jean, c'est les mardis et vendredis, c'est quand même assez... Voilà, c'est assez parlant. Je ne veux pas dire que c'est la faute de Saint-Jean, loin de là, mais c'est une configuration de notre territoire qui fait que, après consultation de cabinets d'expertise, ils disent voilà, de toute façon ici, tant que ça sera gratuit, les voitures viendront, stationneront et ne bougeront pas. Et on le voit très bien tous les jours quand on vient en mairie. Si on arrive avant 8h du matin, on peut se garer tranquillement devant la mairie, mais à partir de 8h, 8h15, il n'y a plus de place. Et la même chose, à partir des 18h, les places se libèrent. Donc, voilà, ça a été présenté, ça a été relativement bien accueilli, il faut le dire quand même, parce que ce ne sont pas des décisions souvent faciles à porter, pas souvent très populaires, mais je pense que les gens se sont rendus compte de la limite de l'exercice de la gratuité. Et qu'on l'a présenté aussi aux commerçants. Les commerçants, eux, étaient très satisfaits de cette proposition. En plus, on va rajouter des bornes minutes, ce type de bornes qu'on voit, par exemple, à Saint-Jean, autour des Halles, qui permettent un stationnement limité, gratuit, très clair très facile à utiliser. Et donc là. Est-il des remarques, des questions? Non. Ça a été abordé à 2 reprises, je crois, en commission de travaux aussi. Là aussi, c'était plutôt un avis favorable. Plutôt non, c'était un avis favorable. Complètement. Très clairement. Donc s'il n'y a pas d'autres remarques ou d'observations, je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et on passe au point 4, constitution d'une servitude pour commune. Monsieur Dufault, la parole est à vous. Le long de la rue Pierre-Bouvet de Thèse, la commune est propriétaire d'une bande de terrain entre le mur situé le long de la voie et la propriété de Madame Etcheverry. Cette personne a un projet d'extension d'une maison qui ne respecterait pas la règle de prospect. Une convention de servitude de cour commune pourrait être constituée pour permettre la réalisation de ce projet. C'est ce que nous vous proposons par le biais de cette délibération. Donc on en a parlé en commission urbanisme également. On a présenté les plans. La constitution de cette servitude n'entraîne aucune obligation pour la commune et ne crée pour les propriétaires que la possibilité de construire sur leur propriété le projet qui sera autorisé par la commune. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? On était sur une situation assez particulière. Ouais. Et donc l'idée, c'est de trouver une solution pour cette personne qui voulait faire une extension pour pouvoir accueillir sa famille. Et je rappelle, sur ce tronçon-là, on s'est rendu compte aussi que le mur de soutènement qui tenait l'ensemble, ou une grande partie de la rue était assez fragilisé, que ce mur nous appartenait. Donc en urgence, nous avons débroussaillé tout ça et des travaux sont prévus cette année pour reprendre cet ouvrage pour sécuriser tout ça. Oscar. Hein? Oscar. Pas de questions, autrement. Passe au vote, qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Je vous en remercie. L'ordre du jour est épuisé. Une petite question. Oui. Tout à l'heure, nous avons eu une réunion avec, pour la ZAC de Loncine. Et on a voté pour la ZAC de Loncine de participer avec l'aglo, la communauté commune de l'aglo, pour le prix assez intéressant de l'électricité et du gaz.
Oui. Et ma question révélée, c'est de savoir si la commune de Cibourg elle est partie prenante là-dedans ou non. Non. On a eu la possibilité, comme beaucoup de communes, d'entités annexes de l'agglomération, d'adhérer, de rester adhérent au syndicat territoire d'énergie, qui est le groupement d'achat d'électricité que la plupart des communes adhèrent et la plupart des collectivités adhèrent. L'agglomération a créé aussi quelque chose sur le même esprit, l'idée autant aussi de vendre de l'électricité, je dirais, plus verte, pour des questions d'ordre technique et de simplification de gestion. On a décidé pour la ville de Cibourg de rester sur territoire d'énergie. Urugne, eux, sont passés, je crois, au commande de l'agglomération. Et voilà, le syndicat de Lons aussi, il y avait la possibilité d'intégrer le syndicat de Lonsine. Bon, étant donné que la gestion est une gestion d'Urugne, c'est un syndicat mixte, mais la partie administrative est suivie par la ville d'Urugne. Bon, la ville de Cibourg n'était pas opposée à cette proposition. Mais nous, on reste sur l'ancien SDEPA, territoire d'énergie actuel. Rien ne change pour nous. Juste pour savoir, parce qu'il disait que c'était non négligeable, le revenu, et quand même, après, c'était sur les participations, sur les ouvrages au conseil, participé pas mal. Oui, mais comme territoire d'énergie, hein, on était sur à peu près sur les mêmes prestations. À peu près. On est sur les mêmes prestations. Sur le prix, sur l'achat de l'électricité, on ne pouvait pas avoir de garantie ni sur l'un ni sur l'autre sur les prix les plus intéressants, parce qu'eux aussi font des groupements, font appel après à un marché, disent voilà, ben nous il nous faut tant de kilowattheures par an d'électricité par exemple, et ils vont sur les marchés, il y a des offres, et puis il y a des sociétés de production d'électricité qui répondent à ces consultations. Et tant qu'il n'y a pas ces consultations, ben on n'a pas le prix garanti. Voilà. Mais ça reste une bonne initiative qui, de toute façon, je pense que ces conventions sont de 4 ans. Voilà, ces conventions sont de 4 ans. Là, c'était la première fois que vous proposez ça à l'agglomération. Ça n'empêche pas, d'ici 4 ans, on aura peut-être plus de visibilité et se dire peut-être là de passer au groupement de commandes de l'agglomération. Merci, monsieur. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je clôt ce conseil municipal. Je vous remercie. Et je vous souhaite bonne soirée.